Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. Si vous regardez ou que vous écoutez ce podcast, c'est que vous suivez forcément l'actualité du basket avec attention. Et donc, vous savez que cette dernière semaine avant les playoffs est extrêmement chaude, notamment dans la conférence Ouest qui ressemble de plus en plus au Wild Wild West des Westerns à l'ancienne. On ne sait pas dans quel ordre les équipes vont se placer. On ne sait même pas qui fera partie des playoffs, qui sera en play-in, qui va repartir en vacances trop tôt. Bref, ça va être une semaine passionnante. Et pour essayer de décrypter tout ça, je suis rejoint par mes acolytes Shai Mamou, Antoine Pimel, puisqu'on va se poser plusieurs questions, à savoir non seulement, on va pas forcément essayer de déterminer qui va réussir à sauver sa saison in extremis, mais plutôt quelles sont les équipes qu'on sent les plus à même de pouvoir faire quelque chose. Dans la conférence Ouest, on va se focaliser sur les équipes classées grosso modo de 5 à 11 parce que c'est là que ça va se jouer. Shai, Antoine, tout au long de la saison, on n'a pas arrêté de dire que depuis 2 ans en gros, enfin même un peu plus, depuis l'instauration du play-in tournament, la saison régulière a vraiment regagné de l'intérêt. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu l'illustration de tout ça cette dernière semaine à l'Ouest, avec tellement d'incertitudes, même des dynamiques d'équipe qui changent dans tous les sens. Alors, je ne vais pas vous demander si vous attendiez à ce que ça soit aussi explosif, mais malgré tout, parmi les équipes qui vont se positionner donc, entre la 5e et la 11e place, est-ce qu'il y a pour vous des grosses surprises compte tenu de ce qu'on pouvait escompter en début d'année ? Moi, je sais pas, mais en tout cas, avec ce que tu dis là en t'écoutant, je suis en train de repenser à ce que disait LeBron au moment de l'instauration du play-in, quand il disait qu'il fallait virer le mec qui avait inventé le play-in, alors que là, c'est peut-être le play-in qui va lui sauver, qui va sauver les miches de sa saison avec les Lakers. Non, moi, je vais dire dans les surprises, je vais parler des Lakers justement, je pense, parce que j'étais sceptique avant la deadline, sceptique même un peu après la deadline, même si c'est avéré que tous les changements, les moves qui ont été faits ont été très bons, que Anthony Davis se blesse pas, donc forcément l'équipe est forte. Donc là, c'est une des équipes qui est en train de bénéficier de tout ça et d'une super dynamique. Et je m'attendais pas à les voir là aux portes. Ils sont encore à la lutte pour la 5e place, même là. C'est-à-dire qu'ils peuvent non seulement se qualifier directement pour les playoffs, mais quand tu regardes le classement, ils sont à une demi-victoire des Clippers qu'ils vont rencontrer prochainement. Ça va être un sacré derby. Et ils peuvent s'offrir un premier tour, peut-être contre Phoenix, par exemple. Les Lakers, c'est une équipe que j'attendais pas à ce niveau-là. J'étais parti avec mon pessimisme habituel sur le fait que ou LeBron ou Anthony Davis allaient se blesser avant la fin. LeBron est revenu un peu plus tôt et est plutôt bien depuis qu'il est là, depuis qu'il est revenu. Anthony Davis est excellent. Les recrues autour tournent bien et je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi compétitif à ce stade de la saison pour ce spot-là en tout cas. Ouais, alors moi, pareil, je sais pas si, comment dire, surprise, mais si un petit peu quand même. Je vais élargir jusqu'à carrément 4e place, mais j'avoue qu'il y a des équipes classées en fait sur ces positions que j'imaginais plus haut. C'est dû au fait que bon, je sous-estimais les Grizzlies et je pense que les Kings sont une très grosse surprise. Mais voilà, voir les Warriors 6e, pas encore certains d'être qualifiés pour les playoffs. Même chose pour les Clippers. Voir les Pélicans qui ont fait grosso modo le grand 8 cette saison, un coup très haut, un coup très bas, puis ça remonte très fort. Surprenant est quand même finalement le mot, que le Thunder soit aujourd'hui en course pour le play-in, que les Mavericks en soient absents. Ça me montre que la conférence Ouest est encore et toujours la plus dense, même si je sais que le top niveau de l'Est est tellement haut qu'on pourrait penser que l'écart s'est vraiment resserré entre les deux conférences et il s'est sans doute resserré. Mais je pense qu'il y a quand même plus d'équipes bien gérées à l'Ouest, plus de bonnes équipes à l'Ouest. Et ça s'explique par cette course complètement folle où en fait, pendant longtemps, jusqu'à la 13e place, les équipes couraient après les playoffs. Là maintenant, un peu moins. Je pense que il n'y a que les 11 premières qui sont vraiment en course. Mais c'est complètement dingue la conférence Ouest. Ouais, ce qui est fou, c'est quand même les saisons. Je veux dire,
on va prendre un exemple, les Warriors, qui aurait pu prévoir une telle saison, enfin une saison aussi galère? C'est comme si tout ce qui pouvait mal tourner pour les Warriors a mal tourné. En même temps, il y a des moments où ils jouent bien. Je pense que j'ai jamais vu un champion en titre, d'ailleurs ça doit être historique, il n'y a pas que moi, aussi être autant incapable d'aller gagner un match à l'extérieur. D'habitude, c'est ce genre d'équipe, on se dit, bon, bah, c'est pas grave, ils peuvent finir, ils s'en fichent de l'avantage du terrain, ils ont tellement d'expérience que jouer à l'extérieur, ça posera pas de problème. Là, tu dis, bah, est-ce que c'est vraiment le cas pour les Warriors? T'as les Wolves qui ont ressemblé un petit peu comme les Pélicans à tout et à rien tout au long de l'année, à tel point qu'on se dit, mais c'est quoi cette équipe? Qu'est-ce qu'elle vaut? On n'en sait pas grand-chose. C'est plus les retournements de situation permanents qui sont incroyables à l'Ouest, je trouve. Alors qu'à l'Est, bon, bien sûr, il y avait la saga Brooklyn Nets, mais finalement, chaque équipe a suivi plutôt son chemin. Boston, une fois les problèmes de coaching, une fois le changement de coach fait, bah, finalement, ils ont poursuivi dans leur lignée. Les Sixers, il y a toujours des questions, mais c'est quand même plutôt sûr. Les Bucks, on était persuadés, je pense, tous les trois, qu'ils seraient forts quoi qu'il arrive, donc on s'inquiétait pas. À l'Ouest, c'est vraiment, jusqu'à la dernière journée, ça va être très compliqué. C'est marrant que tu parles du premier tour, Shai, potentiellement Lakers-Suns, parce qu'en fait, même dans cette conférence Ouest, tu dis, mais aucune équipe pourra vraiment calculer et essayer de jouer sur son positionnement. Et en même temps, est-ce que c'est vraiment le bon plan de finir 5e si les Suns sont 4e en fait? Est-ce qu'il vaut mieux pas finir peut-être 7e si tu en as l'occasion de le faire, ou 6e? C'est quand même assez fou, quoi. D'ailleurs, je me demande si... je pense que c'est beaucoup plus... L'Ouest, là, il y a deux parties de tableau qui s'annoncent pas pas déséquilibrées, mais presque, dans le sens où si là, t'en restes là, dans la même partie de tableau, tu as Suns, Clippers et Nuggets. C'est peut-être les trois favoris. Ou même tu peux remplacer Clippers par Warriors et le raisonnement reste le même. Tu as peut-être les trois meilleures équipes de la conférence dans le même tableau. Et tu te dis que dès le premier tour, il y en aura une de moins qui va sortir dès le premier tour. C'est n'importe quoi. Du coup, ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Le calcul à faire, c'est d'essayer de se retrouver. Si calcul à faire il y a, c'est essayer de se retrouver 6e, je pense. D'être sur une partie de tableau où tu joues les Kings au premier tour qui ont, même s'ils font une très bonne saison, des vraies lacunes pour les playoffs et un manque d'expérience, etc. Et ça a pareil, les Grizzlies, tu peux te dire que c'est mieux de jouer les Grizzlies au deuxième tour que les Nuggets. Ça a commencé, on commence à entendre des équipes qui parlent des Kings comme... qui aimeraient bien tomber les Kings, même pas que pour une question de niveau. Draymond Green, il parlait de l'avantage géographique, c'était pas trop loin. C'est au bout d'un moment, à la place de Sacramento, je sentirais un peu de disrespect. Et c'est pas, honnêtement, aller jouer à Sacramento, qui aura l'avantage du terrain, c'est très très loin d'être facile, à mon avis, malgré les carences dont tout le monde parle au niveau défensif. Il y aura une telle dynamique sur une ville et une franchise qui n'a pas connu les playoffs depuis aussi longtemps que moi, perso, je ne ferais pas le calcul. Je pense que c'est mieux d'essayer de gagner tous les matchs jusqu'à la fin de la saison, et les calculs sont dangereux et on voit qu'ils ne sont pas souvent aussi pertinents que ça, finalement. Et de toute façon, à part les deux dernières équipes qui joueront avant l'arrêt de la saison régulière, en fait, donc peut-être, ou même l'équipe qui finira son match en dernier, donc peut-être qu'ils seront même en live pendant le match, ce que ça donne, personne ne pourra vraiment calculer, parce qu'il y a tellement peu d'écart entre l'équipe qui est 5e, vous me dites si je me trompe, mais je crois qu'il n'y a que 3 victoires d'écart entre l'équipe qui est actuellement 5e et l'équipe qui est 10e, ouais. Exactement. Donc jusqu'à la dernière seconde, quasiment, personne ne saura vraiment dans quel ordre vont finir ces équipes-là, quoi. Ah, c'est ça. Et puis c'est rare je pense que les équipes classées 2 et 3 inspirent moins la crainte de base que les équipes classées 4, 5, 6, voire 7, si là les Lakers surfent sur la dynamique dont je parlais tout à l'heure, où personne n'a envie de jouer LeBron et Anthony Davis en playoff, un peu mieux entourés qu'avant. Et c'est pour ça que je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais ça m'intéresse vraiment la position des Grizzlies et des Kings, des outsiders en tant que 2 et 3, alors que tu prends à l'Est où c'est très très déterminé, il y a 2 équipes et demie que tout le monde imagine pouvoir aller en finale NBA et pas au-dessus. Et à l'Ouest, honnêtement, n'importe qui peut... Là, sur les 7, je pense qu'il y a 7 équipes que tu peux imaginer aller en finale, en fait. De par leur classement, comme Memphis ou Sacramento, même si c'est pas des... Voilà, s'il y a des limites à ça, mais Phoenix, les Clippers, les Warriors, en début de saison, c'était des finalistes presque évidents dans les pronostics. C'est ça qui est hyper intéressant. Et la position de Memphis et de Sacramento, que les gens vont essayer de rencontrer, peut-être plus Sacramento que Memphis quand même, je trouve que c'est très très intéressant. Ouais, d'autant que finalement, là, c'est vraiment pas faire... c'est pas...
on veut pas manquer de respect à Sacramento du tout. C'est simplement qu'ils font une super saison. Effectivement, c'est une équipe qui est vraiment dangereuse. Mais voilà, c'est en pariant sur le manque d'expérience à ce niveau-là, tout simplement. C'est même pas sur le niveau de jeu en lui-même. Ouais. C'est plus sur les aspects psychologiques et le manque d'expérience. Ce qui est marrant aussi, c'est de se dire que finalement, dans les équipes qui vont peut-être devoir passer par le play-in cette année, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais il y en a certaines où finalement, je serais pas si étonné qu'elles puissent véritablement, du coup, espérer passer un premier tour. Alors que d'habitude... Bon voilà, les équipes qui finissent les upsets, c'est quand même surtout depuis que le format, depuis qu'on est passé à un format où c'est en 4 manches gagnantes le premier tour, les upsets sont quand même moins monnaie courante que ça ne pouvait l'être par le passé, quoi. Bah ouais, clairement. Tu te dis qu'une équipe comme les Lakers, dans certains scénarios, ou même les Warriors ou les Clippers, encore plus, si ces équipes-là se retrouvent à sortir 7e, elles peuvent passer peut-être même plus qu'un tour. C'est ça qui est fou, en fait. Peut-être aller jusqu'en finale de conférence. Je pense qu'il y a encore un monde où les Warriors vont en finale NBA. Ah non, c'est pas déconnant. Je me fais ma pub et celle de Basket Session. J'ai écrit un article la semaine dernière sur les favoris, qui au final sont les favoris à l'Ouest, mais l'idée c'était de mettre en avant les faiblesses alors je ne me concentrais pas vraiment jusqu'au play-in, c'était plus les 6 premiers. Donc, ça incluait les Warriors. Et de voir, au final, tu sais, un peu, des fois, tu ne choisis pas forcément les qualités d'une personne, tu choisis ses défauts. Là, c'est un peu la même idée pour les favoris. Et paradoxalement, Warriors, Clippers, Suns, donc ils sont 4, 5, 6 aujourd'hui, sont peut-être les équipes qui ont les défauts les moins handicapants, à condition évidemment d'être au complet, parce qu'un de leurs principaux défauts, c'est la santé. Je pense que les Warriors, avec Andrew Wiggins, cette équipe, elle peut tout à fait retourner en finale NBA après être passée par le play-in. Ça serait fou. Tout comme ça serait fou s'ils étaient 6e, mais quelque part, les Rockets de 95 l'avaient déjà fait avec Hakim. Ils étaient allés en finale NBA, ils avaient même été champions NBA après avoir terminé 6e. Je pense que c'est pas impossible pour les Warriors de reproduire un parcours de ce genre. Et les Suns 4e, c'est peut-être le 4e le plus fort en théorie qu'il y ait jamais eu à l'Ouest, quoi. Il faudrait regarder, je dis ça un peu comme ça, mais un quatrième avec cette équipe-là possible. Moi j'étais un peu négatif et pessimiste pour Phoenix, peut-être parce que j'étais pas hyper heureux du trade de KD vers Phoenix, de comment ça s'était passé et tout ça. Mais donc je montrais pas mal de scepticisme. Mais là, j'ai regardé le match cette nuit. J'ai vu Kevin Durant claquer 36 points, aller faire un chase down block sur Shai Gilgeous-Alexander et être juste trop fort. Et je me suis dit, bon, je suis peut-être allé un peu fort. Il a peut-être pas besoin de temps. Il a peut-être pas besoin de tant de matchs que ça en équipe pour être impactant. Et j'ai trouvé l'équipe terrifiante, en fait. Sur 5 victoires de suite, c'est le pire 4e que tu peux affronter, je pense. Mais Kelly, il est quand même incroyable, ce mec-là, parce que franchement, je crois que j'ai rarement vu, parce que je veux pas dire jamais, mais j'ai pas d'autres exemples qui me viennent comme ça, de joueurs de ce niveau-là qui manque du temps pour une blessure, revient et rejoue tout de suite exactement au niveau auquel il était avant de se blesser, quoi. Ouais, il a quand même fait tendon d'Achille, problème au genou à répétition. Là, il se fait la cheville, c'est peut-être moins impactant, mais quand même. Finalement, il est quand même dans une nouvelle équipe. Il connaît pas trop encore les automatismes et tout. Tu le remets dedans, je pense qu'il y a une prise USB plugin sur le côté de Kevin Durant, quoi. Il suffit que tu le connectes et ça fonctionne tout de suite, quoi. On peut prendre aussi la question dans l'autre sens, par contre. Tu peux te dire, pour les Suns, c'est peut-être le... Alors oui, si normalement, tu termines 4e, et généralement, c'est rare que tu aies 5 grosses équipes dans une conférence, quand même. Normalement, tu vois, le 5e, bon, ça peut promettre un duel serré, parce qu'effectivement, le 4 n'est rarement aussi fort que les Suns, mais bon, normalement, tu joues pas non plus un mastodonte qui est 5e. Et là, pour eux, ils pourraient scoltiner soit les Warriors, qui je pense serait un très mauvais match-up pour eux, soit les Clippers. C'est peut-être les 2 autres grosses équipes de cette conférence. Et quelque part, avec les circonstances qu'il y a eu cette saison, dès ton premier tour, alors que tu n'es justement pas encore complètement rodé avec ta nouvelle star, tu te manges les Warriors ou les Clippers. C'est complètement dingue. Je trouve ça assez fou, en fait. Ouais, c'est clair, de toute façon. Et puis, c'est vrai que c'est toute la question de savoir, en fait, si effectivement, mettons que les Suns finissent effectivement 4e, pour l'équipe qui finit 5e, la question c'est ça, c'est est-ce que tu préfères prendre les Suns tout de suite en te disant, bon, KD, il n'est pas encore vraiment acclimaté, peut-être qu'il a sa nouvelle équipe, ils ne sont pas encore rodés, ou est-ce que tu préfères esquiver les Suns au premier tour et te les manger au deuxième en te disant, bon, finalement, là, si les Suns sont toujours là, il y a des chances que
que s'ils sont encore là au deuxième tour, c'est que la machine fonctionne et que peut-être ils sont lancés sur une espèce de rythme qui grimpe. Enfin, la question, il y a deux faces à la même question en fait. Ce qui est fou, c'est même New Orleans peut finir 5e en fait. Sur les 4 matchs, ils ont 3 à domicile, c'est contre Sacramento, Memphis, New York, et un dernier à l'extérieur contre Minnesota. Il y a un scénario où c'est New Orleans qui vient coiffer tout le monde et qui fait 5e et qui doit affronter Phoenix au premier tour aussi. Enfin, tout est encore possible. C'est assez dingue. Mais là aussi, quand même, enfin, je veux dire, tu parles de New Orleans, donc je parle de Brandon Ingram. C'est énorme. Pareil, j'ai rarement vu un joueur comme ça, en fait, où quand c'est la meilleure version de Brandon Ingram, tu dis, putain, mais le gars, il a un potentiel pour être first team All-NBA. C'est, je sais pas, c'est incroyable. Et à côté de ça, il est génial. Et à côté de ça, il y a quand même des moments dans sa carrière, à voir maintenant s'il arrive à se maintenir à ce niveau-là, quoi. Des moments dans sa carrière où effectivement il y a des blessures et des moments où il paraît totalement inintéressé par ce qui se passe dans un match. C'est assez incroyable les deux visages de ce joueur. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas fait pour être un pur franchise player d'ailleurs. C'est pour ça que si Zion revient et qu'il a la même facilité à se réadapter au jeu que Kevin Durant, ce qui ne sera pas le cas, mais on peut peut-être se dire qu'il peut être un peu du genre à retrouver tout de suite au moins ce qui fait sa force. Les Pelicans, ça, tu nous demandais les surprises tout à l'heure. Alors en début de saison, on les a tous mis très très haut parce qu'ils carburaient. Mais là, autour de la deadline et un peu après, moi je les voyais même plus en play-in à un moment tellement c'était décourageant entre les blessures. Et là, le niveau de Brandon Ingram, parce que là c'est vraiment lui, je trouve que ça tourne vraiment autour de lui. Les autres autour, ils sont efficaces. McCollum, Valanciunas, les Trey Murphy, c'est très bien. Mais Ingram, là, surtout sur le scoring, le playmaking, la défense, il est énorme. Franchement, alors, après en playoff, ce sera peut-être un peu juste sur une série s'il n'y a pas Zion, mais ça fait partie de ces équipes qui te font dire qu'il y a absolument tout et n'importe quoi qui est possible en playoff sur le premier tour. Là. Bah, complètement. Et même une équipe comme OKC, donc c'est pas fait encore pour la qualification en playoff, mais c'est vrai que quand on voit la qualité de jeu de Shai tout au long de la saison, notamment dans les dernières minutes des matchs, comme il a pu être clutch, etc., l'espèce de confiance, on sent qu'il y a une prise de confiance qui s'est faite au fur et à mesure de la saison, en fait, pour cette équipe. Un peu de la même manière que nous, en tant qu'observateurs, on n'y croyait pas trop au début, on a trouvé ça sympa, puis on s'est dit, est-ce qu'elle est vraiment solide, cette équipe ? Finalement, elle est plus solide que prévu. On a l'impression qu'un peu en interne, il y a eu le même phénomène qui s'est joué. Je veux dire, c'est une équipe qui aura absolument rien à perdre en jouant ses playoffs, puisque personne n'aurait dit avec la blessure de Chet Holmgren qu'il ferait pas les playoffs cette année, enfin qu'il ferait les playoffs cette année, donc ce serait déjà une belle surprise. C'est franchement, alors je dis pas que c'est l'équipe la plus dangereuse sur le papier, hein, c'est pas ça que je dis, mais je dis simplement que même une équipe comme ça qui pourrait sortir, se qualifier, sortir du play-in et se qualifier, ça serait vraiment pas cadeau de jouer ce type d'équipe au premier tour au bout du compte. Ouais, c'est clair. Il n'y aura pas de duel facile. Et là, je regardais justement le calendrier parce que donc il reste 3 matchs pour OKC et Dallas. Utah peut encore mathématiquement aller au play-in, hein, mais c'est un petit peu, ils ont un match et demi de retard. Dallas a quand même un meilleur calendrier qu'OKC finalement, mais ça ne veut pas dire que ça va le faire vu la dynamique absolument atroce des Mavs en ce moment. C'est compliqué. OKC a quand même un calendrier un petit peu plus compliqué et Dallas joue 3 fois à domicile contre Sacramento, Chicago et San Antonio. C'est bon. On verra, mais je suis d'accord, OKC sur une série, déjà sur le play-in, sur un match, vu comment joue Shai Gilgeous-Alexander, comment il est clutch sur les fins de match, comment même l'équipe est en confiance autour de lui, en play-in déjà, j'aimerais pas les jouer sur un match, et sur une série de playoffs, je pense qu'ils peuvent te faire transpirer. Hein. Et du coup, en fait, c'est la question que je voudrais vous poser à tous les deux. Finalement, dans ces équipes, on va restreindre un petit peu l'action entre 5 et 11 pour aller jusqu'à Dallas. Donc là, on est le 3 avril 2023. Là, Dallas est 11e aujourd'hui encore. Est-ce qu'il y a une de ces équipes, parmi donc celle-ci, de 5 à 11, que vous sentez vraiment capable de pouvoir faire un run et de pas simplement bien finir la saison régulière, mais capable d'aller loin, ou du moins d'aller plus loin que prévu s'il y avait qualification au play-off? Vas-y, je vais. Mais ça m'embête parce que je vais te piquer ton équipe en fait, je crois. Vas-y, c'est mais bon, les Clippers. Ouais, parce que pareil, je faisais partie des mecs un peu blasés des Clippers et du fait que Kawhi et Paul George aient parfois l'air de choisir un peu leur match, de faire de l'automédication et tout ça. Mais c'est pareil, j'ai revu la série de matchs. Il m'a suffi de regarder plusieurs matchs des Clippers de suite et de voir comment Kawhi revient là.
Et je le trouve, comme KD à Phoenix, je trouve Kawhi terrifiant quand il est sur ce niveau de jeu-là et qui donne l'impression de vouloir jouer les matchs à fond et d'être physiquement apte à jouer les matchs à fond. Le match où il claque 40 points et où il défend comme on l'a vu défendre avant. Plus le changement, un peu le changement de rotation de Tyronn Lue avec Batum qui revient dans le 5. Cette équipe-là me fait peur. Si Paul George revient rapidement, je peux voir un scénario, et même sans Paul George pendant un temps, parce que Kawhi tout seul, il n'y a pas de problème, il l'a déjà fait. Je me méfie beaucoup plus des Clippers que je l'ai fait à un moment, et pareil, je les vois capables de battre n'importe qui, comme on le dit depuis le début, comme Antoine l'a souvent dit. Voilà, il y a un chemin sur lequel les Clippers, ils peuvent battre absolument n'importe qui. Donc je dis pas qu'ils vont le faire, mais je suis passé du niveau de méfiance quasi zéro à alerte notable. Mais c'est vrai que juste pour dire deux mots, effectivement, tu parlais du changement de Tyronn Lue. C'est vrai que le 5 avec Batum, Gordon, Westbrook, Kawhi donc, et puis Zubac, là, c'est quand même un 5 qui fonctionne. C'est intéressant. C'est quand même fou de se dire qu'il y a même pas un mois de ça, tout le monde se demandait si Westbrook allait encore rejouer un match NBA après avoir été coupé. Est-ce qu'il allait être le nouveau Carmelo Anthony à galérer avant de retrouver une place en NBA? Et là, avec la blessure de Paul George, effectivement, sur les derniers matchs, en tout cas, on a retrouvé un Westbrook. Moi, personnellement, j'ai trouvé vraiment excellent dans l'implication. Et même, on en parlait un petit peu en dehors du podcast, j'ai trouvé que finalement, dans l'attitude, il apportait peut-être une espèce de férocité qui manquait peut-être un petit peu dans l'attitude à ces Clippers qui sont ultra talentueux. Je dis pas que c'est pas une équipe qui peut jouer dur, mais qui est parfois un peu à l'image de ces deux leaders, Paul George et Kawhi, qui sont deux joueurs extraordinaires, mais qui sont un peu effacés dans l'attitude. Là, c'est vrai que je trouve que Westbrook, avec tous ses défauts, il leur apporte quand même une espèce de dynamisme que je trouve vraiment intéressant au bout du compte. Ça faisait combien de temps qu'on l'avait pas vu se faire une prise de bec avec un autre joueur comme avec Dillon Brooks là? Mine de rien. You trash, man. Trash. Voilà, il est en confiance, il est apprécié. Voilà. Il revient de loin en fait. Il revient de loin. Ça fait plaisir. Moi, je pense toujours à mon scénario où je trouve que les Lakers ont manqué de respect à Westbrook et où il y a un Clippers-Lakers à un moment. Et voilà. Je pense que là, si c'est le Westbrook qu'on voit depuis quelques matchs, même si les Clippers ont perdu les derniers, attention. Mais le simple fait de le voir interagir comme ça avec d'autres mecs et de ne pas voir les types le laisser super loin prendre ses shoots comme avaient fait les Warriors, c'est intéressant. Il revient bien. Après, je suis pas sûr que ce soit lui c'est pas le joueur le plus déterminant des Clippers à mon avis. Ça va vraiment dépendre de Kawhi et de s'il est repassé en mode cyborg comme on l'a connu par le passé. Et j'ai l'impression que là il est sur ce mode là en ce moment. Et reprendre du rythme. Moi, évidemment, les Clippers. J'ajouterai les Warriors. Je vais tricher. Je vais donner deux équipes. Je pense que c'est vraiment ces deux-là. Celle des deux qui ne jouera pas Phoenix au premier tour. Même si je pense très sincèrement que ces deux équipes sont capables de battre Phoenix. Je pense même que les Warriors sont même pas un très bon match-up pour les Suns. J'aurais pas forcément envie de jouer les... Enfin, de toute façon, je pense que les Suns, ils seront confiants, mais je pense que dans leur idée, ils préféraient qu'il y ait une équipe qui passe devant Clippers et Warriors. Hein. Je pense que personne n'aura envie de jouer les Clippers et les Warriors, en fait. Ils font peut-être pas peur, les Clippers, parce que voilà, on connaît leur histoire de malchance, de blessures, de machin. Ils n'ont pas gagné, mais au complet, pour moi, il n'y a pas forcément mieux à l'ouest, quoi. Les Suns et les Warriors, je mets les trois sur la même ligne, en fait. Parce que juste pour revenir sur les Clippers, tu dis au complet pour les Clippers, ce qui est impressionnant quand même, c'est la profondeur de banc. Bah oui, c'est ce que je mets en avant depuis longtemps, ça d'ailleurs. Je dis, ils ont l'effectif le plus profond de la ligue. Et il faut le reconnaître, encore une fois, à chaque fois que je dis que je donne un compliment à Tyronn Lue, je suis obligé de préciser que jamais j'aurais cru faire des compliments à Tyronn Lue par le passé. Mais c'est vrai que je trouve qu'ils ont un des coachs de la ligue qui est le plus à même de mettre en valeur les qualités de ses joueurs, en fait. Et de changer des line-up et de trouver des line-up qui fonctionnent les uns avec les autres. Je trouve que c'est une de ses grandes forces en tant qu'entraîneur. Ouais, il s'adapte. Ouais, d'avoir un banc aussi profond, c'est vraiment un luxe énorme. C'est une équipe qui est taillée pour les playoffs. Ils ont plein de joueurs versatiles où tu vas pouvoir défendre sur plusieurs positions, switcher sur tous les écrans. De toute façon, ça va jouer plus haché. En tout cas,
il y aura des matchs plus hachés, pas tous, les playoffs, c'est pas que du basket haché, mais il y aura des matchs plus hachés sur demi-terrain. Et c'est là où les Clippers s'excellent, parce que de toute façon, ils ne savent attaquer que comme ça. Parce que leur jeu repose sur leurs deux stars. Et après, je suis d'accord avec Shai. Ça va défendre au final de Kawhi. Il y a... Voilà. Kawhi, je trouvais à un moment là, je le trouvais encore un petit cran en dessous de certaines superstars. Et je me disais, j'ai peur qu'il y a un moment où il n'arrive plus à faire la différence seul au point de mener les Clippers tout en haut. Mais en fait, c'est peut-être juste parce qu'il avait besoin de reprendre du rythme. Tu vois, quelque part, j'oubliais qu'il sort quand même d'une saison blanche, en fait. Et là, je pense qu'il va jouer tous les matchs de playoff. Et je pense qu'on va avoir un Kawhi en mode Raptors. Après, est-ce qu'il arrivera à atteindre le niveau qu'il avait aux Raptors? On verra. Mais les Clippers, les Clippers, je pense qu'il y a vraiment un monde où ils vont en finale NBA. Et les Warriors, pareil. Ces deux équipes-là, ça me semble vraiment celles qui peuvent faire le plus long run parmi celles de 5 à 11. Ouais, de toute façon, je partage votre avis tous les deux là-dessus. Hein. C'est vrai que c'est deux équipes où, quelque part, tu peux dire que leur pire ennemi, finalement, leur pire ennemi, c'est elles-mêmes, respectivement. Les Warriors, est-ce qu'ils sont capables de défendre un minimum quand ils jouent à l'extérieur? Parce que ça, quand même, c'est quand même complètement fou quand on regarde les stats entre les matchs à domicile et à l'extérieur avec les Warriors. C'est impossible de mettre du sens là-dedans. Et pour les Clippers, j'ai envie de dire, il y a deux choses. Il y a effectivement, est-ce que leurs joueurs seront sur le terrain? C'est peut-être le plus gros challenge des Clippers depuis 3 ans, c'est avoir leurs meilleurs joueurs sur le terrain. Et l'autre question, c'est que finalement, cette équipe, on l'a peu vu devoir jouer des matchs en étant au complet. Et c'est dur d'évaluer son potentiel. On a son potentiel sur le papier, effectivement. Mais quel est son vrai potentiel sur le terrain? C'est une chose qu'on va découvrir en même temps que eux le découvriront quand les matchs se produiront au bout du compte. Mais c'est toujours un ascenseur. Enfin, moi, j'ai toujours un ascenseur avec cette équipe émotionnelle parce que parfois, comme en ce moment, je me prends un peu à y croire, même avec la blessure de Paul George, quand je vois Kawhi à ce niveau-là. Et puis, j'ai l'impression que peut-être dans 3 jours, je vais le voir décider qu'il ne va pas jouer le match suivant ou au premier tour des playoffs, à la dernière minute, on va le voir déclarer forfait. J'ai toujours cette méfiance-là avec Kawhi et ça change tellement tout. C'est-à-dire, il est tellement... Il n'y a pas si longtemps, il faut y repenser. Au sortir du titre avec Toronto, je pense qu'on était presque unanime pour dire que c'était peut-être le meilleur joueur du monde et le gars qui faisait le plus la différence où que tu le mettes. Je pense qu'il peut encore être ce joueur-là, mais j'ai toujours cette méfiance en fond qui me fait dire qu'il va peut-être pas être là à 100%. Alors, Paul George, là, pour moi, je le prends presque comme un bonus parce qu'il est blessé en ce moment, mais je pense que Kawhi est capable de qualifier son équipe contre n'importe quel adversaire presque tout seul. Est-ce qu'il va le faire? Je ne sais pas, mais et pour les Warriors, c'est ce dont on parlait juste avant. J'ai le sentiment un peu là aussi, même s'il y a quand même toujours cette espèce de vibe pas bonne depuis le début de la saison, ou même si parfois on voit des fulgurances de l'équipe qu'on connaît ultra forte, capable de tout faire sur le terrain, avec un Draymond revenu super fort en défense, Curry et Thompson qui sont capables de faire des gros matchs ensemble aussi, et peut-être avec le retour de Wiggins. Mais il y a toujours comme ça, il y a une espèce de vibe en fond qui explique aussi, je pense, en partie leur incapacité à gagner à l'extérieur. Et en playoff, si tu gagnes pas à l'extérieur, c'est compliqué, quoi. Donc, c'est clair, mais c'est vrai que là... il y a l'absence de Wiggins pèse tellement parce que finalement, l'an dernier, on l'avait dit à plusieurs reprises, ça a été leur joueur le plus régulier tout au long de la saison. Ça a été leur ancre défensive une bonne partie de l'année parce qu'en fonction de quand Draymond Green était sur le terrain ou pas. Et cette année, il leur manque cruellement. Il y a toujours autant d'incertitudes et de mystères autour de son absence. Rien ne garantit qu'ils reviennent pour les playoffs. Simplement, du côté des bonnes nouvelles aussi, il y a quand même la montée en puissance de DiVincenzo. Dante DiVincenzo, qui finalement... moi, j'adore ce joueur. Je pensais que sa mise au diapason serait bien plus rapide du côté des Warriors. Ça a pris un peu de temps finalement. Quand même, là, il s'est vraiment fait une place dans l'effectif. Effectivement, les Warriors... Moi, j'adore cette équipe. Je pensais vraiment qu'elle avait les ressources pour aller le plus loin et même pourquoi pas pour aller jusqu'en finale NBA. J'ai du mal à penser qu'elle puisse le faire sans Wiggins malgré tout. Sans Wiggins, la marche me semble trop haute. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que sans Wiggins, c'est pas possible. Déjà, même avec Wiggins, tu peux te demander est-ce qu'ils partent pas de trop loin? Tu vois, quelque part, est-ce qu'il y avait pas, ça fait pas trop de choses à rattraper d'un coup? Mais sans Wiggins, je pense que c'est impossible. Sans Wiggins, tu peux faire un barreau d'honneur, tu peux sortir, mais je pense qu'à un moment,
t'as besoin, c'est un élément trop important. C'est ton meilleur défenseur extérieur. Avec Draymond, en tout cas, c'est lui qui se charge des ailiers adverses. Il apporte du liant, tu as besoin qu'il soit là. Ouais, mais récemment, c'est pareil, c'est une équipe qui, d'un jour à l'autre, tu peux changer d'avis sur eux parce que je l'ai retrouvé un petit peu mieux ces derniers temps. Et puis là, tu vois le match contre Denver où il n'y a même pas Jokic en face et il galère, quoi. Alors, c'était à l'extérieur, c'était à Denver. Ça, il y a toujours ce contexte particulier. Une catastrophique de Clay et Steph Curry. C'est quand même rare qu'ils se foirent tous les deux autant sur un match, en termes d'adresse, en tout cas. Ouais, c'est ça. Et avant, on avait cette assurance. Une fois de temps en temps, ils avaient des matchs compliqués. Les Warriors pouvaient passer à côté. Mais là, je sais pas. Je saurais même pas expliquer. Je dis pas que tout est lié à l'incident avec Draymond Green en début de saison. Mais il y a toujours cette sensation de flottement et il n'y a pas ni la même alchimie, ni l'appétit de vouloir prouver qu'ils sont toujours là et que c'est toujours une dynastie, etc. Je me trompe peut-être et j'espère me tromper parce que je pense que je faisais partie des gens qui les voyaient en finale et peut-être faire le back-to-back à la fin de la saison. Et il y a eu tellement de choses qui se sont passées, tellement d'incertitudes, plus le cas Wiggins, même si là il est revenu en ville en tout cas. Est-ce que ça veut dire qu'il sera là à temps pour les playoffs? Je ne sais pas, mais je suis d'accord avec ce que vous avez dit. S'il n'y a pas Wiggins, ne serait-ce que pour défendre sur les meilleurs extérieurs, ça va être super compliqué. Quand tu vois le tableau à l'Ouest, les équipes, les monstres que peuvent proposer ces équipes à l'Ouest, sans Wiggins, ça me paraît à peine perdu. Ouais, d'autant qu'une des forces quand même indiscutables d'Andrew Wiggins, c'était le fait qu'il n'était jamais blessé. C'est quelqu'un qui a tout le temps joué, quasiment tous les matchs. Et même c'était en début de saison, là, quand il a eu sa blessure et qu'il est revenu, il a eu un petit peu de temps avant de se remettre en jambe parce que finalement, c'était la première fois qu'il devait revenir de blessure. Et que visiblement, ça avait été un peu compliqué pour lui à gérer, même ne serait-ce que psychologiquement, parce qu'il n'avait jamais été confronté à ce cas. Le fait de devoir attendre, être un peu patient, prendre les matchs après les autres, le temps de se remettre en jambe. Donc même là, s'il devait revenir après une aussi longue absence, personne ne sait quel serait son impact direct. Et effectivement, je pense que la grande force, en fait, sa grande force pour les Warriors l'an dernier, c'était sa présence continue. Parce que finalement, Jordan Poole, son inconstance, elle est à l'image de l'équipe, en fait. Il y a un jour, tu regardes, tu dis, ce mec-là, il a peut-être le potentiel pour être All-Star un jour. Et parfois, tu dis, non, est-ce que c'est plus que simplement un gros scoreur qui sort du banc et qui défend pas et qui peut te mettre un coup de boost dans les bons soirs et qui va te pénaliser dans d'autres soirs. Et des fois, tu as même ce même profil au sein d'un même match, quoi. C'est pour ça que c'est très dur cette équipe, c'est l'incertitude en permanence, quoi. À chaque match, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Par contre, voilà, il y a quand même le trio historique qui, pour le coup, tu disais, quand tu parlais parfois de manque d'envie ou de détermination, moi, je les trouve quand même très concentrés tous les trois. J'ai l'impression qu'ils apportent ça malgré tout, soir après soir, mais il n'y a plus, effectivement... Il y a plus forcément autant l'effet d'entraînement que ça a pu être le cas par le passé, quoi. J'ai l'impression que quand tu joues trop souvent avec le bouton on-off, c'est l'interrupteur, à un moment, tu peux pas juste te dire « Ah non, mais à partir de maintenant, c'est bon, on sera que comme ça. » Non, il faut que ça commence avant. On le voit, les Bucks, ils ont à un moment juste monté en régime parce que voilà, ils savent que la fin de saison approche, c'est le moment, faut monter en régime. J'ai l'impression que les Warriors, il y a quand même un peu beaucoup du on-off et sur un parcours de playoff, tu peux pas... Si tu n'as pas réussi à être... complètement concentré sur au moins un mois de saison régulière en entier, et je vois pas comment tu vas l'être sur 3 mois de playoff. Et vu le peu d'écart de niveau à l'Ouest entre certaines équipes, voilà, si tu te foires sur un match, ça peut te plomber ta série. Tu sors en 7 matchs, parce que tu t'es planté sur un match où tu as perdu 20 ballons, où tu n'as pas défendu. Jordan Poole, par exemple, il y a l'incident avec Draymond Green. Il y a aussi le mec qui a signé un contrat, quoi. On le sent un petit peu. Alors, il est toujours fort offensivement, mais il n'y a pas d'effort en défense. Il n'y a pas d'effort. Il n'y a plus d'effort. Il n'y a plus du tout d'effort en défense. Ça n'a jamais été un très bon défenseur, mais il y a un moment où tu n'avais pas le choix. Tu vois, tu es obligé. Déjà, quand tu es lancé dans les playoffs et que tu es à la course de ta bague, bon, tu as des responsabilités. Tu sais que tu as ton contrat qui arrive. Mais là, il n'y a plus d'effort. Théo, tu te demandais justement Poole, d'un jour à l'autre, ça pouvait être, t'as l'impression que le mec pouvait être All-Star et l'autre le lendemain juste un dynamiteur. Moi, c'est pas, j'ai pas envie d'être définitif non plus, mais je ressors pour l'instant de cette saison régulière avec l'impression qu'il pourra jamais être plus que ça, qu'un scoreur microwave qui est énorme offensivement, mais qui peut pas. Enfin, je veux dire, s'il va ailleurs qu'aux Warriors, je le vois pas.
j'ai du mal à l'imaginer être une star et un mec d'une équipe compétitive. Je me trompe peut-être, hein, mais le fait qu'il fasse pas les efforts, comme tu disais Antoine, il a pas progressé défensivement alors que c'était un des axes de progression que tout le monde avait identifié. Ça m'inquiète un peu. Plus la signature du contrat qui fait qu'il est sur un matelas. Bah. Est-ce que Zach LaVine est une star? C'est un All-Star, mais c'est pas une star. Ça peut pas être un joueur phare. Tout dépend de ce qu'on appelle une star. C'est un mec qui fait les gens, qui peut être au All-Star Game, etc. Mais est-ce que c'est quelqu'un sur qui tu peux bâtir une équipe qui va loin? C'est une autre question. Je pense que ça deviendra jamais Stephen Curry, mais un All-Star, je pense que ça peut être un All-Star, Jordan Poole. C'est quand même un mec qui peut tourner facile sur une saison à 25 points et 7 passes. Il n'y a pas beaucoup de mecs en NBA qui le font. Par contre, est-ce que c'est une saison où tu gagnes? Tu penses qu'on sait ses stats en tant que titulaire, grosso modo? Ouais, mais dans une équipe des Warriors qui bouge beaucoup, qui fonctionne parfaitement, tu vois, c'est là-dessus, sur les aspects collectifs, qui est habitué, qui joue sur un rodage très précis, tu vois. Je veux dire, s'il devait jouer, créer pour les autres avec énormément de pick and roll enchaînés comme dans pas mal d'équipes, tu vois, je suis pas sûr qu'il pourrait faire ces mêmes stats-là si tu te changeais poste pour poste avec Zach LaVine, par exemple. De toute façon, ils sont pas au même stade de leur carrière. Zach LaVine, il a quand même beaucoup bossé, il a progressé. Bien sûr. Ouais, c'est 24 et 5. En défense, ils sont presque au même stade de leur carrière, par contre. Enfin bon, à voir en tout cas, mais oui, ce qui est sûr, c'est que faudrait qu'il y ait un moment. Problème, qui va lui mettre un coup de pression? Draymond Green? Ah, mais il peut plus maintenant. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le problème en fait. Curry peut lui mettre un coup de pression. Est-ce que c'est dans sa nature? Parce qu'à un moment, il va falloir quand même que Jordan Poole, il capte que tu peux. Enfin, c'est bien que tu scores, mais en playoff, les Warriors, il y a des mecs qui vont devoir vraiment s'arracher en défense, quoi. Le coup de pression max qu'il lui a mis, le coup de pression max qu'il lui a mis, c'est de râler après une action foireuse où il a pris le shoot et il a balancé son protège-dents. Et c'est Curry qui s'est fait embrouiller derrière, quoi. Donc je suis d'accord. C'est là que Draymond, peut-être la véhémence de Draymond, elle manque un peu. Et je pense qu'il est sur la retenue. Et c'est normal vu le bad buzz qu'il y a eu autour de ce qui s'est passé. Mais Poole, j'ai un peu de mal. C'est peut-être très subjectif, mais j'aurais espéré une progression plus marquée sur les autres aspects du jeu, en fait. Mais c'était peut-être trop en demander, je pense. Ouais, c'est compliqué, d'autant que finalement, parfois, comment dire, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment toujours de différence entre les mauvais tirs qui marquent et les mauvais tirs qui ratent. C'est les mêmes tirs, quoi. Sauf que des fois, ça tombe dedans, donc tu dis, ah super, il est hyper fort et tout, qu'est-ce que ça joue bien. Mais les jours où ça tombe pas dedans, c'est vraiment compliqué, quoi. Il voit pas de mauvais shoot. Enfin, c'est le genre de joueur qui est avec la confiance irrationnelle qui continuera de shooter. Type les J.R. Smith à l'époque, enfin voilà. C'est le joueur que Dwayne Waiters aurait rêvé d'être, en fait. Qui ça? Dwayne Waiters. C'est clair. Il y a deux équipes dont on n'a pas encore parlé, sur lesquelles je voudrais votre avis. Alors, d'une part, il y a les Dallas Mavericks. On en a pas mal parlé la semaine dernière, donc on peut peut-être y revenir dans un deuxième temps. Mais il y a les Minnesota Timberwolves. Là aussi, une équipe qui a connu des hauts et des bas. Finalement, le retour de Karl Anthony Towns avait été plutôt intéressant. Et puis derrière, ça enchaîne avec des défaites. Comment évaluer le niveau et le potentiel de cette équipe, surtout dans cette question d'accession au play-off et voire de premier tour? Je crois qu'on leur a porté l'œil la semaine dernière. On en a parlé pas mal dans la late session en disant « Waouh, c'est super, ça travaille bien. » Finalement, Katz, il est bien revenu alors qu'on s'attendait à une cata. Rudy joue mieux, enfin tout avait l'air d'aller mieux, et puis je crois que là en 2 matchs ils ont reperdu confiance. Là, le match de cette nuit, c'était d'hier, de dimanche contre Portland qui jouait avec c'est les Portland, c'est les Tank Blazers comme ils les appellent maintenant, et ça paraît improbable de perdre contre cette équipe là, même s'ils ont eu des joueurs malades et tout ça, tout ce qu'on veut, un peu blessés. C'est interdit de perdre ces matchs là, et depuis que c'est pareil, Kat, il a reparlé en disant « Vous inquiétez pas, je vais remobiliser tout le monde, c'était un accident, je me sens bien, je vais prendre mes responsabilités. » Enfin, il a fait du Kat son leadership de l'année dernière, et d'un coup, patatras. Et Anthony Edwards a été malade, ils ont eu des soucis, mais ça justifie pas. C'est pareil, en fait, c'est ce qui est terrible avec cette saison et cette ligue, c'est que
vraiment du jour au lendemain, littéralement, je peux changer radicalement d'avis sur une équipe, alors que ce n'était pas le cas avant. Tu as l'impression qu'il y avait beaucoup d'équipes qui avaient des certitudes sur leur façon de jouer, sur qui serait là soir après soir pour apporter des points, des efforts. Et là, Minnesota, ça fait partie des équipes où tu te dis, t'es confiant pendant 2-3 matchs, ça se passe bien, et puis ils vont en perdre 3 de suite dont des matchs contre des adversaires hyper prenables. Ils sont hyper frustrants. Malgré tout, j'ai l'impression que si ça clique et que c'est pas Kat qui est sur le devant de la scène, qu'on laisse Anthony Edwards non malade, bien combiné et être l'option numéro 1, que Rudy est en confiance, ça fait beaucoup de si, hein. Mais même eux, je les imagine, je l'ai dit dans la late session, donc je vais le répéter là, mais même eux, je les imagine peut-être emmerder du monde sur une série playoff aussi, c'est pas invraisemblable. Sauf que là, si c'est sur la version qu'on a vue sur les 2 derniers matchs, voire 3 derniers matchs, non, c'est pas possible. Après, là, sur le dernier match, Edwards, c'est la première option quand ils perdent contre les Lakers. Franchement, on avait déjà mis quand même des limites dans la late session. On avait quand même dit cette équipe, on ne sait pas ce qu'elle est en fait. Et je pense que c'est toujours pareil. C'est pour ça qu'elle est irrégulière, parce qu'elle doit apprendre avec un schéma très particulier où Kat, il se retrouve. C'est ce qu'on disait, le fait de vouloir à tout prix jouer avec Gobert, ça force Kat à jouer autrement, à jouer un truc qu'il aime bien, mais c'est-à-dire jouer loin du cercle, et donc ça le prive d'une de ses qualités. C'est-à-dire que oui, c'est un bon shooter, mais c'est aussi un bon joueur au poste, et quand il y a Gobert, il est obligé de jouer autrement et de passer la plupart de son temps au large. Donc de toute façon, pour eux, pour moi, c'est ce fit, il ne marche pas, mais bon, c'est pas grave, ça ne t'empêche pas de gagner des matchs, ça ne t'empêche pas d'être compétitif. Je trouve que les Timberwolves ont plein de pièces intéressantes, ils ont 2 vraies stars, ils ont même une autre star avec Gobert qui est un joueur un peu atypique, mais qui reste une star. Ils ont des bons vétérans avec Conley, avec Anderson. Ils ont des très bons jeunes avec McDaniels et Alex Reed. Ils ont un joueur propre avec Tyus Jones. Non, pardon, qu'est-ce que je raconte ? Il n'y est plus. Oula, je me suis emmêlé. J'ai fait un mix des Grizzlies et des Timberwolves. Mais c'est pas grave, dans l'idée, parce qu'il y avait Kyle Anderson. Il y avait Kyle Anderson. Et il y avait Kyle Anderson, et dans ma tête, après, derrière, ça va mener sur Tyus Jones quand ils jouent ensemble. Mais bref, peu importe, ça ne change pas le propos au final. Ils ont des pièces qui sont intéressantes, mais je pense que leurs pièces, elles ne fonctionnent pas assez bien entre elles. Et le pire, c'est que leurs pièces principales, au final, ne fonctionnent pas assez bien entre elles. Et voilà, on peut me dire ce qu'on veut les soirs où ça marche. Bah oui, il y aura des soirs où ça marche, bien sûr. Déjà, les soirs où ça marche, c'est parce que les Timberwolves, ils vont intérêt à être très adroits de loin pour faire payer leur truc. Et surtout, eux, en fait, ils auront d'autant plus intérêt à être très adroits de loin que eux vont se prendre un paquet de 3 points. Et vous vérifierez, vous pourrez regarder, les Timberwolves, c'est une des équipes qui concède le pire, alors là, ce n'était pas le cas contre les Blazers, mais le pire pourcentage à 3 points à ses adversaires, parce que quand ils vont jouer avec Kat et Gobert, Kat, il peut pas, il va y avoir des espaces à l'appel, parce que Kat, il va se faire prendre de vitesse, de toute façon, par son vis-à-vis. Où est-ce qu'il peut aussi de quoi ? Où est-ce qu'il peut, Kat, en défense ? Que tout à l'heure, on parlait de la défense. De toute façon, non, mais bon, à la limite, si c'est ton seul grand, et que tu as 4 mecs autour qui peuvent un peu switcher, bon, tu peux limiter la casse. Les Nuggets le font. Si les Nuggets le font, tu peux y arriver avec 4. Même si Jokic est sans doute un joueur plus intelligent, mais ça reste quand même un pataquès qui se fait allumer sur pick and roll, tu vois. Mais derrière, il y a moyen, tu vois. Ou même s'il joue 104 avec Gobert, ça peut défendre. Mais bref, ils ont investi dans ce duo. Ils vont forcément le faire jouer. C'est obligé, même s'ils séparent leurs minutes, en fin de match ou en début de match, il y a des moments où ces gars-là, ils seront ensemble. Et quand ils seront ensemble, il y aura des espaces pour les équipes adverses et il y aura des tirs à 3 points ouverts. Et juste sur ça, en fait, je me dis, Timberwolves, ils ne peuvent pas gagner une série en 7 matchs. C'est pas possible. Ils ne peuvent pas en gagner 4. J'ai presque envie de dire c'est le même problème pour les Kings. Les Kings, je me dis, ils ne peuvent pas gagner une série en 7 matchs parce qu'ils seront mauvais 6 matchs sur 7 en défense. Et du coup, ils en gagneront peut-être quand même 2 sur ces 6 matchs où ils seront mauvais, mais ce n'est pas possible de gagner une série. Et pourtant, il y a un peu plus de talent, tu vois. Donc oui, selon l'adversaire, éventuellement les Kings. Mais tu vois, les Timberwolves, c'est la même histoire, quoi. La défense fait qu'à un moment, tu te dis non, tu peux pas y croire. Il y a une composante que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, mais du coup, tu parles évidemment des difficultés du tandem Kat et Gobert. C'était un peu nuancé par ce que faisait Naz Reid quand il était là. Sauf que là, il s'est blessé et qu'on le reverra sans doute pas de la saison, parce que je crois que c'est 6 semaines sa blessure au poignet. Ça, c'est là, clair, ça. Voilà, il est plus là, et ça s'est vu tout de suite. Depuis qu'il est plus là, ils ont perdu 2 ou 3 matchs. Et il apportait justement une option un peu différente pour Chris Finch, justement pour faire des variantes qui ne soient pas que axées autour de ce duo qui fonctionne peu ou pas du tout.
Et c'est un énorme coup dur. Et je pense que ça explique aussi leurs difficultés sur les derniers matchs, en plus d'avoir une épidémie dont on ne sait pas quoi et des petits pépins qui. Mais après, je suis d'accord avec toi. Hein, c'est très compliqué de les imaginer faire quelque chose de bien. Même si je les trouvais vraiment mieux sans Kat et sur le début de Kat, quand il avait un rôle un peu plus modeste, plus en retrait, je les trouvais vraiment intéressants parce que j'adore pour moi, voir Conley plutôt que D'Angelo Russell à la main, tu vois comment Rudy est beaucoup plus en confiance dans le jeu en général. Et avoir un maestro, un mec expérimenté comme ça, qui a déjà connu des choses, ça change absolument tout. Donc là, la config actuelle fait que c'est plus compliqué d'être optimiste, mais je l'exclus pas non plus. Ouais, d'autant que c'est vrai que finalement, pour avoir le profil d'une équipe qui peut créer la surprise un petit peu, faire un baroud d'honneur très fort en fin de saison, il faut qu'il y ait une forte identité en fait. C'est des équipes qui brillent avant tout par le fait d'être soudées, qui peuvent gommer finalement des faiblesses par le fait d'être un effectif, une vraie équipe. Alors c'est un peu cliché, hein, on est d'accord, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui souvent, qui est un peu le point commun des équipes qui peuvent faire un baroud de ce type-là. Cette équipe des Wolves, je la regarde et je continue à pas voir ça, pas voir vraiment de lien, et même pas voir ni d'identité, ni même de chef de meute, en fait. Tout à l'heure, tu parlais de Kat en conférence de presse, c'est marrant, des fois on parle des mecs qui ont une confiance irrationnelle sur le terrain, qui pensent être Michael Jordan quand ils sont que J.R. Smith, et lui, c'est le mec qui a une confiance irrationnelle face à un micro, quoi. Je veux dire, je suis désolé, il a pas du tout les épaules de ce qu'il essaie de représenter. Ça fait hyper dur, hein, ce que je dis comme ça. Peut-être que finalement dans les coulisses ou dans les vestiaires, sa parole est entendue, mais on n'a pas l'impression que les gens se rallient autour de lui. Et finalement, avec tout le respect et même j'apprécie beaucoup Rudy en tant que joueur, en tant que personne, mais c'est vrai que les fois où il a voulu jouer ce rôle-là aussi à Utah, ça n'a pas fonctionné en fait. Il n'y a pas d'identité forte dans cette équipe. C'est certainement, on est tous d'accord pour le dire, je pense que pour que cette équipe fonctionne, il faut que ça soit avant tout Anthony Edwards qui soit le joueur principal de cette équipe-là. Est-ce qu'il est trop jeune? Est-ce que les autres lui laissent pas la place? Je sais pas. Je sais pas s'il en a les capacités non plus d'être le leader de cette équipe. Mais il y a ce grand vide là en fait, et c'est ça qui fait limite que c'est une des raisons qui font que j'ai beaucoup de mal à croire que cette équipe puisse finir très fort la saison et passer un cap. Finalement, tout à l'heure on parlait des Pélicans. Je trouve que les Pélicans, c'est une équipe qui a plus de liens et qui a derrière CJ McCollum notamment, une espèce en tout cas je sais pas forcément de leader, mais de chef de file un petit peu, quelqu'un qui donne le ton. Et je vois pas ça chez les Wolves. Rudy a essayé de gueuler un peu contre l'arbitrage l'autre jour avec une sortie pour dire que les gros marchés étaient avantagés, etc. Juste avant le match contre les Lakers, et qu'est-ce qu'a fait la Ligue? Ils ont mis Scott Foster en arbitre et ils ont le regulator. Le regulator, voilà. Et Ned Dogg avec un sifflet. Mais oui, voilà, non, mais je suis d'accord. Mais c'est pour ça que Conley me paraît bien pour faire un peu ce rôle-là, même si c'est peut-être moins vocal et tout ça, parce que c'est. Mais tu vois, même quand il était à Memphis, Conley, finalement, bien sûr, il faisait partie du leadership, mais c'était plus Marc Gasol ou même Zibo qui étaient les chefs de meute, en fait. Même Tony Allen à un moment. Bon, après, c'était un petit peu, ils se partageaient le boulot. Hein. C'est vrai que cette équipe-là a brillé justement par sa cohésion. Mais autant Conley, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis sur le terrain. C'est un upgrade énorme. Quand t'as une équipe qui est aussi compliquée à faire fonctionner, il te faut un Mike Conley à la baguette si tu veux essayer de tirer le maximum de cet effectif avec les deux grandes tours. Avec D'Angelo Russell, ça pouvait pas marcher. Il te faut un Mike Conley, un Chris Paul, ou un joueur de ce type-là qui va chercher à faire briller les autres et à le QI pour comprendre comment faire fonctionner la machine. Mais après, je sais pas si tout seul, à l'âge qu'il a, à ce moment de sa carrière où finalement c'est quand même son rendement et c'est plus le Mike Conley qu'on a connu, ce qui est normal en fait. Je sais pas s'il peut tirer une équipe derrière lui sur 2 semaines et pour que ça soit transformé, que tu dises c'est fou, si on regarde les stats là, les Wolves c'est la meilleure équipe de la NBA en fait sur 2 semaines parce que pour tout un tas de raisons. Et puis va sans doute falloir sortir du play-in, ça va être une galère aussi. Enfin, pareil, en quelques jours ils sont passés d'être vraiment très 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 crédibles pour aller direct en play-off au play-in tournament quasi assuré, à moins d'un scénario très favorable, parce que là ils doivent jouer à Brooklyn qui n'a pas encore verrouillé sa
sa place en playoff direct, qui est bien parti, mais qui doit encore le valider, donc ils vont pas lâcher le match. Après, à San Antonio et contre New Orleans, qui sera aussi sans doute toujours en train de jouer quelque chose. Donc ouais, pour les Wolves, je pense que ça passera par le play-in. Là, il n'y a pas trop de surprises là-dessus. Ouais. Moi, pour revenir sur les histoires de leadership, je me demande aussi à quel point les jeunes de cet effectif, je pense aux jeunes stars, je pense donc à Edwards et à Kat, que je vais encore mettre dans les jeunes, je ne sais pas à quel point elles sont réceptives en fait à un discours de Conley, par exemple, ou de n'importe quel mec. J'ai l'impression qu'Edward, alors peut-être que je me base que sur mon feeling, donc j'avertis tout de suite sur le fait que c'est peut-être complètement faux, je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas placé dans le vestiaire, je ne suis pas insider, mais de ce que je vois, de ce que je vois des personnages, des joueurs, de l'attitude, du langage corporel, Anthony Edwards, il est très marrant, il est fun, je pense que c'est un gros bosseur, mais je ne sais pas à quel point c'est... Je sais même pas comment dire, genre le genre de mec qui à un moment va capter forcément, ah ouais, en fait, je dois faire ça, tu vois. C'est ça que je dois, tu vois. J'ai l'impression que les Jordan, les Durant, les LeBron, à un moment, ils ont un plan, tu vois. Et ils savent typiquement, ah bah moi, je dois faire ça et c'est ça qui va m'amener là. Lui, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il soit très réceptif à la voix de certains de ses coéquipiers. Encore une fois, hein, ça n'empêche pas qu'il peut être apprécié par ses camarades, hein, c'est pas ça que je dis, mais voilà, j'ai mes doutes sur ça. Et pareil pour Kat, et je pense que Jimmy Butler ne pouvait pas encadrer Anthony Town notamment pour ça, parce qu'il devait se dire, mais c'est un guignol, lui, tu vois. Du coup, ça ne pouvait pas passer. Donc bon, il n'y a pas de tête, en fait. Je retombe sur votre conclusion, tu vois. Et quand tu n'as pas de tête et que tu n'as pas non plus déjà une identité de jeu forte, je me dis pas, tu vois, pour l'histoire de parcours dont tu parlais, Théo, où d'un coup, tu as un groupe qui se surpasse, qui se soude. Je ne vois pas les Timberwolves faire ça, tu vois. D'un coup, être en mode, ah, nous, on est en mission, on est tous ensemble, c'est nous contre eux. Ah non, les mecs, au bout de 5 matchs, Anthony Edwards, ils critiquaient le fait qu'il y ait Gobert et Kat dans la raquette. Non, mais... Ils prennent trop de place, pour pas dunker. Ils vont être menés 2-0, ça va partir en vrai direct, quoi. En fait, tu vois, les gars, j'arrive pas à y croire. C'est intéressant ce que tu dis au sujet d'Anthony Edwards, en tout cas sur le fait d'avoir un plan et de si je veux pouvoir tirer... Enfin, qu'est-ce que je dois faire ensuite pour passer un cap et tirer mon équipe. Pour Anthony Edwards, c'est tout simple en fait. Je pense que tant que ce ne sera pas un two-way player, cette équipe des Wolves pourra aller nulle part. Parce que pour Kat, je pense que c'est mort. Ça sera jamais c'est mort dans le sens où je le vois pas pouvoir... Je pense pas qu'il ait la capacité ou la volonté de progresser défensivement. Et je pense que la seule manière pour les Wolves de pouvoir garder cet effectif et essayer de passer un cap, il faut qu'Anthony Edwards se mette ce challenge d'arriver en début de saison prochaine dans la meilleure forme de sa vie, pour reprendre le cliché qu'on entend 250 fois à chaque intersaison, et qui bosse, qui passe l'été à bosser sur sa défense, parce qu'il n'y a aucune raison que ce mec, avec ses capacités athlétiques, le corps qu'il a, sa vivacité, ça soit pas un two-way player. Je pense tout simplement ça, quoi. Ouais, c'est clair. Et on parlait d'équipes pour lesquelles il manquait un peu une espèce de leader vocal, d'aboyeur, de mec qui avait vu des choses, tout ça. Ça me fait... Il a vu des choses, il a vu des choses. C'est magnifique comme phrase. Parce qu'il y a des joueurs... tout ça pour dire que j'ai le même sentiment avec Dallas, qui a d'autres problèmes, mais j'ai l'impression qu'il manque aussi ce mec qui permet de faire le lien entre... Luka, qui est pas c'est un aboyeur d'un autre genre, c'est pas l'aboyeur leader et Kyrie il vient d'arriver, il va pas non plus faire le chef de file. Il leur manque aussi ce mec-là, j'ai l'impression que ça les bloque aussi. En plus, et eux, ils ont en plus d'autres problèmes structurels, comme les Wolves d'ailleurs. C'est des trucs qu'on remarque, c'est des points communs entre les deux. Il y a des problèmes structurels dans leur équipe qui font que c'est compliqué. Non, vas-y, Antoine. Non, vas-y. Non, j'allais dire, les Mavericks ne sont pas de leadership. C'est terrible. Ça m'attriste pour Luka Doncic. Hein. Je pense que... Mais quelque part, je vais jouer la carte optimiste. Je pense qu'il faut qu'il se casse la gueule. Je pense que Luka Doncic, il faut qu'il passe 3-4 mois, voire 5-6 mois, s'il rate les playoffs, à se dire mais en fait, c'est peut-être de ma faute aussi, tu vois. Genre, j'ai peut-être merdé quelque part. Et peut-être que là, moi, je me comporte pas bien, en fait. Je te dis pas qu'il est exécrable avec ses coéquipiers. Je pense que ses coéquipiers aiment bien. Je pense qu'ils aiment bien. Je pense qu'ils l'aiment bien. Je pense qu'il est drôle. Je pense qu'il est cool. Je pense qu'ils aiment bien jouer avec lui. Mais je pense pas que ce soit un bon leader à l'heure actuelle.
Je pense que son langage corporel est dégueulasse. Alors, apparemment, il traverse des choses dans sa vie privée, et donc, effectivement, mais je pense qu'il a besoin 5-6 mois de ah ouais, non, mais là, en fait, c'est moi qui ai déconné. Non, mais attends, je peux plus laisser. Genre, qu'ils comprennent le talent, ça suffit pas. Genre, ok, je suis très, 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 très chaud, parce que je pense qu'individuellement, on est très, 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 très chaud. Mais genre, non, ça va pas suffire. Il va falloir que je change ça. Et il y a pas, c'est pareil, comme tu disais, il n'y a pas de tête au Mavericks. Et puis t'imagines, c'est Kyrie le leader. Alors Kyrie, apparemment, il apporte une vraie présence dans les vestiaires et tout. Et effectivement, il a un vécu, il a une expérience. Mais t'imagines, c'est Kyrie qui est obligé de ton leader. C'est compliqué, quoi. Jason Kidd, il n'est pas censé faire ça à un moment, là. Je sais pas, je comprends. Non, il t'a dit je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fout sur le banc, en fait? Il t'a dit que c'était juste un spectateur comme un autre avec des meilleures places que toi, il a dit. Cette nuit, il a quand même joué. C'est quand même chaque match compte pour les Mavericks. Chaque match, c'est une finale. Il a quand même joué sa finale en lançant Christian Wood et Javal Magui, une paire qui met jamais ensemble. Et les deux, ils ont raté un lancer pour la gagne. T'as l'impression il est à l'ouest, Jason Kidd ne sait pas ce qu'il fait. Alors, si non seulement il ne sait pas ce qu'il fait en tant que coach, mais en plus, il ne joue pas le leader de vestiaire, les Mavericks, bah voilà, ça donne ça. Je me dis que là même, comme tu as dit tout à l'heure, ils peuvent effectivement encore atteindre le play-in. Sur un match, les Mavericks, ils peuvent taper n'importe qui. Donc, théoriquement. Lucas, sur un match, honnêtement. Oui, voilà, c'est ça. Tu te dis, là, tu vois, il y a Mavericks Pélican en play-in. Je ne mets pas toute ma thune sur les Pélicans. Vraiment, tu vois, je me dis, non, un match, Kyrie Luka, un seul match. Genre, ils n'ont pas besoin de jouer toute une série. Ils ont juste besoin de se pointer un soir et de faire un carton. Je vais miser sur les Mavericks, même, je vais te dire honnêtement. Je pense que Dallas peut se qualifier en playoff. Après, sur une série, c'est mort. Mais sur une série, je me dis que c'est mort. Quel que soit l'adversaire, honnêtement. Quel que soit l'adversaire, même les Kings, je pense qu'ils sortent. Je pense que les Mavs, ils sortent. Malgré le fait qu'ils auront le meilleur joueur de la série. Parce qu'en fait, ils vont être trop irréguliers. Il n'y aura pas de leader. Ça va être catastrophique. Il y a des moments, ça va être le trou, en fait. Ils sont pas assez armés. Je pense que Luka, il est rincé, en fait. Voilà, c'était le risque quand tout le début de saison on se disait mais il en fait trop, il pourra pas tenir tout sur la durée. Et il y a un autre truc en fait auquel il faisait allusion dans son speech en conférence de presse là, quand il a dit qu'il avait des problèmes aussi personnels, c'était le fait de la frustration et il a dit lui-même moi d'habitude quand je joue je suis joyeux, j'ai le sourire aux lèvres et c'est vrai que depuis qu'on l'a vu débuter même en sortant du banc du Real Madrid, ce qui était incroyable avec ce joueur, c'était de se dire mais il sait pas ce que c'est la pression en fait. Il arrive, il a le sourire aux lèvres tout le temps, il va tenter un dribble entre les jambes pour passer entre deux intérieurs d'Euroleague alors qu'il a 16 piges. Jamais ça te passe par la tête en fait de faire un move pareil. Et en fait, même contre les Clippers, ses shoots en playoff complètement fous et tout, il a le sourire du début à la fin en fait. Il n'y avait pas de pression. Et là, ça fait presque une demi-saison maintenant que ce que tu disais Antoine tout à l'heure là, dès le coup de sifflet de début en fait, il tire la gueule quoi. Tu sens que il est dans la frustration tout le temps, systématiquement à lever les bras au moins de coups de sifflet. Ah ouais, là, bon après c'est pas le seul parce que la faute finalement la faute que fait Kyrie Irving contre les Hawks en fin de match. Sur Trae Young, ouais, voilà, allez jeter un coup d'œil. Kyrie il peut faire l'étonner autant qu'il veut. Il percute Trae Young de plein fouet, il reste 2 secondes à jouer, ça n'a juste pas de sens en fait. Donc il y a un moment, on peut pas tout le temps te retourner vers les arbitres en te disant mais comment ça se fait que vous sifflez un truc pareil. Et les Mavs, honnêtement, qu'on soit fan du joueur, de l'équipe ou pas, ils font mal. Je trouve qu'ils font mal au cœur quand même. C'est l'équipe qui fait mal au cœur. Tu te dis, on va pas revenir. La semaine dernière, on a beaucoup parlé d'eux, du trade de Kyrie, etc. On peut penser. D'ailleurs, et encore une fois, je le redis, Kyrie, c'est pas Kyrie en tant que tel. Il n'y a rien à lui reprocher de particulier en fait. C'est juste que ça fonctionne pas avec lui. Et c'est vrai que ce trade, il fait extrêmement mal. Quand on voit où étaient les Mavs avant le trade, où ils en sont aujourd'hui, et ce qu'ils ont perdu en termes d'assets. Et la situation contractuelle de Kyrie Irving, de Christian Wood, de Luka qui reste 3 ans de contrat, l'été va être long. C'est clair. Mais c'est ça, c'est pas Kyrie fait ses matchs là, contre Atlanta, il est plutôt très bon et c'est Luka qui est un peu en retrait. Et même Luka, même s'il a des soucis, c'est un mec qui met des soucis mais qui met 40 points en même temps sur certains matchs aussi. Donc ils arrivent à faire le job, mais c'est vraiment ce que ce trade a entraîné sur le plan de l'effectif et qui a aggravé les limites, les problèmes défensifs qu'il y avait. Parce que là, c'est terrible. À l'intérieur, c'est pas possible. La défense intérieure, la défense globale, tu regardes les matchs, tu pètes un plomb. Ils prennent des éclats qui n'ont pas de sens.
Mais d'autant que ça, c'était quand même le truc où on savait, en fait. C'est pas genre surprise, la défense a baissé, quoi. C'est le truc, tu savais que la défense allait forcément baisser. Et encore une fois, voilà, ça faisait partie de l'équation. Tu paries sur le fait que tu vas être impossible à contrôler en attaque et que ça va compenser ton manque défensivement. Mais en fait, là où c'est dur, c'est que les Mavs, ils peuvent pas défendre, ils sont tout petits, ils se font tuer au rebond, systématiquement. Leur pivot titulaire, vous savez, celui à qui on avait garanti une place de titulaire, c'est Javali McGee qui joue quasiment pas. Là, ils l'ont sorti. Le gars, il avait encore des toiles d'araignée, etc. quand il arrivait sur le terrain. Lui, par contre, il est sous contrat pour 3 ans, pour 2 ans de plus encore. Donc lui, de toute façon, il a une clause pour sa 3e saison. Je peux vous le dire, hein, son agent, il a déjà le doigt sur le combiné, il est prêt à appuyer pour dire non, mais c'est bon, on va prendre la thune. Donc déjà dans la construction de l'équipe, elle est quand même complexe. On va parvenir le pari et Christian Wood, moi je trouve que c'est un pari qui se jouait, hein. Mais derrière c'est l'impression que t'es... Ouais voilà, c'est le mec qui est accro au pari, quoi. T'es à la table, t'es au casino et tu dis vas-y, je remets tout sur le tapis alors que pour l'instant t'as pas encore gagné, quoi. Pourtant c'est même plus leur joueur de poker qui est GM là. C'est vrai. C'est vrai. Vulgaris. L'habitude. Mais il y a un autre truc, c'est que on sait que Luka c'est pas un défenseur de génie, on sait qu'il compense tout de l'autre côté. Et là, il y a des matchs, il se fait abuser vraiment. Alors il profite de la méforme, mais là, c'est vraiment parfois il défend vraiment un joueur de moins et c'est. Mais là, il défend à 2 joueurs de moins. Parce que là, c'est une imposture totale, hein, Luka, sur la fin de saison en défense. Autant, ça n'a jamais été un bon défenseur, mais en play-off, on l'a vu faire des efforts. Ouais. Et des fois, en fait, ces efforts, notamment l'an dernier. Encore une fois, l'an dernier, Dallas a pu aller aussi loin qu'ils l'ont fait parce qu'ils avaient une des meilleures défenses de NBA et qu'effectivement, ils avaient réussi à convaincre Luka de faire l'effort. C'est pas dire qu'il devait tenir tous ces duels, mais juste en faisant l'effort, il permettait à la défense derrière de s'organiser en fonction. Là, il y a 0 effort. Kyrie, c'est ça, tes 2 meilleurs joueurs, c'est les 2 pires défenseurs de l'équipe, en fait. Non, mais c'est vrai. Et t'as perdu tes meilleurs défenseurs. T'as perdu tes 2 meilleurs défenseurs, ouais, c'est ça. Et pour moi, c'est très compliqué, à moins qu'il y ait une dynamique collective vraiment qui fasse que tu peux compenser ça. Comme l'année dernière, ils arrivaient à compenser parce que c'était plutôt bien fichu. Là, on se rend compte, non, Luka, ça fait mal au cœur. C'est surtout Luka. C'est une étape nécessaire dans sa carrière. Moi, c'est ce que je me dis. Ouais, mais après, est-ce que ça va être le genre... Il n'a pas la fibre... on l'a pas encore vu, hein, la fibre ultra bosseur. Ça reste un mec qui aime... Quand il a un peu de vacances pendant l'intersaison, parce que là, il sort quand même d'une... Il a fait les qualifs plus le mondial. Ouais, c'était ça, c'était le mondial. Il n'a pas eu... L'Euro, pardon. Il n'a pas eu de repos, il a enchaîné, c'était compliqué. Et dès qu'il peut se relâcher un peu, on sait qu'il c'est un bon vivant, quoi. Je sais pas, ça va être intéressant, ça va être un challenge. Parce que là, à moins d'un miracle, la saison sera décevante, l'issue sera décevante et il va se passer des choses. Et c'est là qu'on va voir de quel trempe il est, je pense, en termes d'éthique de travail. Et ça va être intéressant de voir. Ouais, c'est clair. En tout cas, effectivement, comme vous... alors que j'aurais pas du tout dit, si on s'était posé la question il y a 2 mois, j'aurais eu un avis totalement différent sur ces Mavs. Là, franchement, la situation, je la trouve hyper compliquée. Je pense pas que c'est eux qui vont faire, qui seront l'équipe la plus dangereuse de cette fin de saison à l'Ouest. Effectivement, pour résumer un petit peu, je pense que quoi qu'il arrive, en fait, le premier tour avec les Suns sera passionnant. En fait, peu importe où ils finiront, ça sera une série déterminante, peut-être même pour la suite des playoffs. Pour résumer, je pense qu'on est d'accord. Donc pour dire que voilà, les équipes à suivre sur cette fin de saison, ça sera Clippers, Warriors et potentiellement Lakers s'ils arrivent à garder leur effectif, parce que ça reste quand même toujours aussi une des grosses difficultés. Donc les matchs, la saison régulière se termine samedi, hein, si je me trompe pas, Shai, c'est ça que tu me confirmais. Donc on en saura plus. C'est même pas qu'on en saura plus, c'est qu'on sera toujours pas fixé avant samedi. Tous les matchs vont compter. Demain soir dans la late session, vous pourrez retrouver Shai, Antoine et Benjamin pour continuer à décrypter l'actualité. Nous on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau podcast. D'ici là, vous vous rappelez que sur Basket Session, vous pouvez suivre toutes les infos chaudes. Le MOOC Rivers numéro 11 spécial Jordan est toujours disponible là aussi sur Basket Session. Et puis nous on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao. Ciao. Is out there, and it's either play or get played.